Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Michel Rognaud, responsable logistique et conditionnement sur le site de l'IS. Donc, j'ai un passé de production et de qualité. Donc là, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait en collaboration avec Ligne Bleue pendant 2-3 ans. Donc, plus spécifiquement sur la partie logistique. Donc, je vais faire une présentation rapide du groupe Tereos. La structure amélioration continue de Tereos et donc site de l'IR. Et ensuite, le plus concret sur le site de l'IR, l'amélioration continue déployée dans le service, dans l'activité logistique. Donc, le site Tereos, un site mondialement connu, donc 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc 12 000 associés coopérateurs, 40 000 agriculteurs, à peu près 1 million d'hectares de surface agricole. Tout ça transformé en sucre, en produits amylacés, en alcool, éthanol et un peu d'électricité. Donc 3 domaines d'activité, je veux dire le produit fini, le sucre, l'alcool, l'amidon. Vous avez un historique, donc démarrage, je dirais, d'origine française, activité, je dirais, métropole, qui s'est développée donc, au travers de l'Europe, le Brésil et l'océan Indien et dernièrement la Chine. On appelle donc le produit fini, donc sucre, alcool, bioéthanol, donc alcool carburant, amidon, électricité et aussi une partie coproduit, alimentation animale. Les marques de la société, et bien sûr au niveau métropole, Péguincé, plus connu, La Perruche. Les chiffres clés, donc là au niveau de Tereos France, donc là j'arrive sur l'activité, je dirais, betteravière. Donc l'activité sucre, donc 9 sucreries au niveau national, 5 distilleries, des unités de conditionnement et aussi production de coproduits. La géolocalisation de ces activités plutôt centrée au nord de la France. Donc, vous voyez des sites qui sont sucreries, distilleries ou sucreries, distilleries, conditionnement. Donc l'amélioration continue au niveau Tereos France, c'était une démarche donc, initiée en 2010 sur la base du volontariat et définie par donc, la direction industrielle. Donc il y a déjà eu systématiquement à cette période-là une formation de l'ensemble des directeurs de site à l'amélioration continue. Donc 2010, démarrage de la participation donc, avec 5 sites sur la base volontariat, comme j'ai dit. Aujourd'hui, la démarche est déployée sur 11 sites dans différentes activités. Au départ, c'était surtout axé sur le conditionnement sucre. Et on attend par conditionnement sucre, en fait, la partie ensachage sucre, que ce soit sucre industrie ou sucre de bouche. Comment ça est structuré au niveau Tereos France? Donc il y a un pilote groupe référent et des pilotes sur les sites. Ensuite, le déroulement donc, au niveau groupe. On a un comité donc, groupe, un comité de pilotage trimestriel qui est surtout axé sur le partage d'expériences, des gains-bas, des visites sur le site du terrain. Donc là, j'en viens donc, au site concernant les sites de l'IS, donc qui est un site avec une campagne betteravière donc sans ajout, qui est dans les standards, aussi dans les standards à peu près de production de consommation de 15 000 tonnes de betteraves jour, production de sucre, mais aussi une activité d'alcool, une distillerie, alcool de bouche, alcool de carburant, et aussi, c'est pas mentionné là parce qu'on ne fait pas de sucre de bouche au niveau conditionnement, mais une activité conditionnement en sachage au niveau sucre industrie. Donc sac de 20-25 kg. Effectif, 140 personnes. La présentation de la démarche sur le site. Donc comment c'est structuré sur le site. Donc tout d'abord il y a des chantiers, donc chantiers au minimum mensuel, composés de qui? Personnel du secteur surtout, le responsable d'activité, c'est indispensable, et le pilote amélioration continue. Donc chantier mensuel, audit terrain, donc ces chantiers se déroulent 100% sur le terrain. Donc suivi aussi lors de ces chantiers du plan d'action, donc des actions qu'on a définies précédemment, leur avancement, et éventuellement si des actions qui ne peuvent pas être menées, ça arrive de temps en temps. Dans ce cas-là, on explique au personnel la raison pour laquelle on n'a pas mené ces actions. Et si on, bien sûr, les mené, et là c'est la plupart, dans ce cas-là, on fait le point avec eux de l'efficacité des actions. Comité de pilotage, donc là il y a le directeur du site,
l'encadrement des services. Donc là, il y a les services sécurité qualité qui participent à chaque comité de pilotage, et quelquefois le responsable maintenance, travaux neufs ou autre responsable concerné par un sujet de la journée. Et bien sûr, le pilote amélioration continue. Donc réunion mensuelle, c'est un rituel, c'est tous les mois, c'est programmé à l'avance avec le directeur du site. Et on analyse lors de ces chantiers, parce qu'il y a deux parties. Une partie sur tout le terrain, donc discussion avec le personnel et de l'avancement du chantier, et aussi analyse des points bloquants, et ça, quelquefois on se termine quelques minutes en salle pour voir un peu les solutions qu'on peut trouver aux points qui bloquent, qui sont jugés, les quelques points, hein, parce que l'objectif c'est pas d'en remonter une liste, c'est de traiter les quelques points bloquants qui restent, qui n'ont pas évolué depuis quelques semaines. Alors le déroulement sur le site, comment a-t-on démarré les chantiers? Donc c'est sur la base du 5S. Donc vous voyez là différents chantiers au niveau de la logistique qui concernent le stockage et l'ensachage. Donc ça c'était le démarrage. Donc ces chantiers aujourd'hui sont labellisés 5S. Ensuite on a déployé sur d'autres services l'expédition de sucre vrac, la bascule, le point d'entrée, le contrôle des camions. Je passe directement aussi au 5 et au 6e parce qu'il y a du même ordre, l'expédition de pulpe sèche qui est en fait un coproduit, les pelés. Et on a aussi étendu ça depuis 6 mois au magasin général. Donc là, c'est un magasin de pièces détachées, que tout le monde peut connaître en entreprise. Magasin de pièces détachées et d'approvisionnement aussi de produits chimiques. Donc depuis cette période-là, donc depuis avril 2010, une synthèse brute en fait des actions, hein, sur à peu près 500 actions qui ont été recensées. Donc 78%, 80% sont réalisées à ce jour. Et je vous ai mis un peu la typologie, parce qu'on voit un peu en fait le type d'action. Il y a de l'amélioration continue, mais bien sûr on est ouvert à tout ce qui est qualité, sécurité alimentaire, sécurité du personnel, bien sûr, en premier lieu. Donc il y a quasiment, je dirais, moitié amélioration continue et moitié sécurité, qualité. Donc on va s'axer sur un secteur de la logistique, en fait, plus principalement donc, sur l'activité en séchage. Donc ça c'est la mise en sac de sucre, en sac de 25 kg. Donc c'est une unité de production de 40 000 tonnes an. Alors flexibilité de la production en fonction des périodes, donc de 0 à 3 postes par jour, des postes de 8 heures, 5 jours semaine. Les périodes sont variables entre la campagne betteravière où il y a une production de sucre. Donc là, il y a des objectifs indispensables à tenir au niveau stockage de sucre, donc besoin d'ensachage sur certains sites. L'effectif, 2 personnes par site. Et dans la zone, alors là c'était une caractéristique, et c'est pour ça aussi qu'on était très volontaire à la démarche, dans la zone de production, on ne peut stocker que 12 palettes. Donc vous imaginez, 12 palettes, on en produit 130 par poste. Donc il fallait trouver des solutions. Donc ça va être une première thématique. La deuxième, la navette en fait, hein, vous imaginez bien entre la production et le stockage, le besoin d'une navette optimisée, un camion navette. Hein. Donc transfert de 6 navettes par poste, capacité du camion, ça 24 palettes, une personne par poste, et qui approvisionne aussi désormais la ligne de production. Ce n'est pas un chauffeur, c'est un chauffeur cariste, mais aussi approvisionneur de ligne. Je vous expliquerai donc cette deuxième thématique. Ensuite, troisième, développement d'activités stockage. Donc on a une activité à peu près qu'on peut mesurer à 10 camions jour. Les navettes, 6 par poste, si on est à 3 postes, on peut aller jusqu'à 18 navettes à réceptionner dans ce stockage. Capacité désormais, ça je vais vous expliquer, de 7-8 000 palettes. 2 personnes par poste par jour au niveau de ce stockage en fonction des périodes. Et 1 à 2 personnes par poste et 2 quais. Et je vais revenir aussi au niveau quai mobile, parce que ce sera un peu l'objet de cette troisième thématique. Et bien sûr, je n'oublie pas, et c'est le point principal, le management des hommes au travers de toute cette démarche. Parce que vous avez bien compris, les chantiers et les comités de pilotage se font en présence et avec et au cœur, je dirais, du personnel dans l'usine. Première thématique, donc l'atelier d'ensachage. Donc vous voyez, un souci lorsque on ensage des sacs, ben, c'est pas obtenir une palette avec des sacs fuyards. Hein, voilà, c'est pas être non conforme. Donc on évite de savoir cet article-là dans cet état. Donc en fait, on a discuté avec le personnel, c'est un non conforme, c'est problématique.
Mais eux, il faut aussi envisager qu'il faut manipuler les sacs pour les repasser, ensuite les recycler et refaire avec le reste de la palette des palettes conformes. Donc c'est franchement un de leurs critères les plus irritants. Donc on a mis en place un indicateur de suivi en fait, de ces palettes refaites. Donc vous voyez une évolution. Je vais vous dire d'où provient cette évolution. Donc à la baisse, on est divisé par 3 à peu près sur les 2 dernières années. Donc palette refaite, surtout l'origine, les sacs mal cousus. Donc on a mesuré aussi les sacs. Donc l'action réalisée, vous allez voir, je vais vous présenter quelques-unes, pas l'ensemble. Je vous mets volontairement un peu le coup, ce sont des actions quand même peu onéreuses. Et en fait, on a analysé la chaîne avec eux et on est allé voir, oui, vous voyez en bas à droite, les guides. Parce que si le sac n'est pas totalement guidé, juste à la partie usage, eh bien, il y a des sacs qui se positionnent non correctement et qui occasionnent donc des fuites. Si éventuellement il reste encore quelques sacs fuyards, on a mis une installation, je dirais maison, un entonnoir de récupération et un détecteur, et la chaîne s'arrête. Donc le sac ne part plus dans la chaîne. Donc il est quand même préférable d'isoler un sac, de sortir de la chaîne, que de le retrouver dans la palette, et ensuite de devoir refaire une palette, reconditionner une palette. Ensuite, là c'est plus spécifique à l'installation, on a une installation d'ensachage et de palettisation qui sont dans 2 pièces différentes, et il n'y avait pas de report d'information. Donc pareil, on intervenait trop tard sur les défaillances. Donc report d'information, en fait, d'alarme au poste de travail. Néanmoins, si on colle quelques sacs fuyards, et ça c'était une des premières en fait, pour pallier à la manutention des sacs. Auparavant, on avait un système de tamisage, parce qu'éventuellement ça peut être suite à une détection métallique, donc on cherche l'analyse de la détection. Donc on avait un tamisage plus un bac, et avec un ustensile pour relier le tout à l'aspiration centralisée. Dans la zone, il y avait un bac inutilisé, en fait, et on a récupéré ce bac-là, on y a mis des roulettes, on y a mis le fait cible qui se raccorde à l'aspiration centralisée, et désormais, il y en a encore quelques-uns, le sac craqué termine dans le bac, il se déplace avec le bac et le relie à l'aspiration centralisée. Et ça évite donc les manutentions et la difficulté d'évacuation vers le nettoyage centralisé. Tout ça mis de bout à bout, donc élimination de non conformes, plus éviter aussi du nettoyage, parce que ça, on l'évoque peu, mais il n'y a pas de mystère, c'est aussi un irritant du personnel de devoir nettoyer pendant le poste ou à la fin du poste. Donc évolution de la performance. Donc voilà, d'un taux aux alentours de 60-70%, et même en dessous les années précédentes. Actuellement, on est au-dessus de 80%. Et un peu un chiffre marquant, c'est si vous voulez, pendant, je vais évoquer la période cruciale de la campagne betteravière de septembre, je dirais jusqu'à fin décembre. Et là, en fait, en 2012, en 2 postes de 8 heures, on a produit ce qu'on avait produit en 2008 en 3 postes. Donc je reviens au même chiffre, les cadences, à peu près 90 tonnes par poste. Voilà, en 2012, 130 tonnes par poste, la même durée, donc avec un rendement de 80%. Et donc en rouge, vous avez l'économie. Bah oui, 65 €. Mais c'est pas inventé, c'est purement l'économie, je dirais, de main-d'œuvre. Et en plus, ça ne tient pas compte de la partie énergétique et des consommables aussi économisés. Parce que bien sûr, si on a des sacs percés, on perd des consommables. Deuxième sujet, donc pour relier cet ensachage au stockage, je vous ai expliqué, en fait, il y a un camion navette. Donc ce camion navette, en fait, était, je dirais, en 2009, quasiment saturé avec 107 tonnes poste. Donc on faisait 4 à 5 navettes par poste, c'était le maximum. Et c'était devenu en fait un réel point bloquant au développement d'ateliers d'ensachage. Donc en fait, je vais expliquer un peu la démarche qu'on a effectuée. Pour ce jour, on arrivait à une production de 130 tonnes poste et un transfert donc, de 6 navettes par poste. Et désormais, encore de la disponibilité. On ne le ressent plus du tout comme un point bloquant. Donc quelques actions réalisées. Alors que ce soit au niveau stockage ou de l'ensachage, en fait, on a travaillé des 2 côtés. Les premières images, en fait, vous voyez ça au niveau du stockage. Donc les zones de circulation, des zones de stockage bien déterminées, des zones de préparation qu'on n'avait pas du tout, des zones aussi, je dirais, de stockage de la production, qui permettent de y mettre le contenu de la navette
immédiatement dans une zone précise et de la ranger ultérieurement. Aussi un travail sur les consommables, parce que cette navette, en fait, au lieu de repartir à vide, ramène les consommables au niveau de l'atelier d'ensachage. Donc là, diminution des encours, c'est-à-dire on avait déjà présumé qu'il fallait rapprocher les consommables, mais il y en avait trop, de temps en temps, la navette en ramenait en quantité, je dirais, trop importante. Donc on a réduit ça et on a défini les emplacements qui sont en fait le basique du 5S, mais on a défini ça très précisément et on ne transporte plus rien inutilement. Et vous voyez aussi le stockage de palettes en fonction de la production, du type de palette nécessaire. Le cariste de la zone de stockage prépare donc ces palettes pour la future production. Une autre action aussi qui a été menée, et là quand je dis personnel, c'est aussi avec un contrat de professionnalisation qui était chez nous, qui venait d'une plateforme logistique. En fait, on manipulait des palettes une à la fois, et en fait au niveau des chargements, désormais, on a un autoporté longue fourche, des chargements de 2 palettes à la fois. Voilà, c'est tout simple. Et en plus, l'opérateur s'y met très facilement. Par contre, là, je vous invoque un investissement qui a été réalisé. C'est qu'il y a quelques années, avant les démarches, les années de 2007-2008, on se trouvait coincé donc, par cette navette. Donc on avait trouvé une solution technique qui était donc un quai supplémentaire dédié à la navette. Donc on s'est dit on va séparer les flux, on va mettre du matériel et on va donc optimiser ce transfert de palettes. Sauf qu'aujourd'hui, avec les améliorations qu'on a apportées, celles que je vous ai citées et bien d'autres, aujourd'hui ce quai, je peux vous le proposer, il est à vendre. Voilà, et on investit 20 000 € pour rien. Troisième thématique, mon activité de stockage. Donc là, souhait à la direction industrielle d'augmenter le stockage sur le site pour éviter du stockage extérieur. Donc on en a discuté avec le personnel. Donc augmentation de surface. Donc on a récupéré les locaux, mais dans ces locaux, il y avait d'autres bâtiments, d'autres, je dirais, zones bureaux. Donc ça a été, on n'a pas pris une société, ça a été travaillé avec eux-mêmes. Donc ils nous ont aidés entre les temps morts, on a démonté donc des zones bureaux, on a aménagé pour le stockage. Ensuite, c'était un stockage auparavant de matières relativement légères, donc on ne s'était pas remis en question au niveau sol, de la résistance. Il y avait bien eu du carottage dans le passé. On m'avait toujours dit, en fait, non, il faut surtout pas stocker des palettes là-dessus, ça ne va pas résister à la charge. Et puis après, une étude de sol en collaboration avec le bureau d'études, eh bien, il y a eu confirmation que ça pouvait résister à 5-6 tonnes au mètre carré. Donc désormais, on peut gerber les palettes. Et cette opération-là a été aussi réalisée avec le personnel pour bien trouver les bons repères de stockage. C'est un cariste au sol, on transformé en cariste de palettes de masse, de stockage de masse. Il y a du travail quand même, donc on l'a fait en collaboration avec eux et trouver les bons repères, les bonnes astuces, les bonnes façons de gerbage. Toujours pareil, vous allez dire, c'est une obstination sur les sacs craqués. Si vous voulez, avec les opérateurs, donc on a défini un indicateur terrain qui est les sacs craqués, les palettes refaites au niveau du stockage. Et donc là, l'opérateur lui-même remplit l'indicateur. On voit sur la gauche, en janvier 2011, 38 palettes refaites. L'objectif, c'était de trouver une solution pour diminuer ces palettes refaites. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé différents gabarits de protection en fait sur l'élévateur pour éviter les points rentrants. Et en fait, on a défini le carter que vous voyez là-bas, et on l'a mis même sur plusieurs engins, et on a divisé par 3 ou par 4 les palettes refaites, et vous voyez l'indicateur correspondant, qui est un indicateur terrain, chaque jour rempli par l'opérateur. Et là, on n'a pas loupé, au lieu d'avoir dépensé les 20 KE, là on a économisé le retourneur de palettes, qui était un sujet qui revenait à chaque chantier, chaque mois, on y avait le droit. Il faut acheter ci, il faut ça, ça existe de cette façon-là, mais ça peut exister aussi sur les engins de manutention. On nous avait surtout proposé. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas, moi ça fait à peu près quelques mois, plusieurs mois, quasiment une année, on ne parle plus de retourneur de palettes. Voilà, donc activité stockage, donc cumul du travail avec les personnels du terrain et du responsable d'activité. C'est vrai qu'il y a une partie étude de sol et aussi augmentation de surface. Désormais, on atteint 7500 palettes de stockées dans cette zone. Et je dirais même que hier, c'était même plutôt 8000 palettes. Et pour vous donner un peu un coût au niveau société, ça coûte 350 KE
de stockage extérieur pour à peu près 5000 palettes. Voilà, donc je voulais aussi poursuivre sur le management du personnel, parce que j'ai un passé à ce niveau-là. Donc j'avais toujours un peu de problématique pour passer les consignes. On peut être présent, mais j'étais pas toujours présent sur le terrain. Donc je souhaitais donc des classeurs, des documents qui soient donc au niveau définir au maximum les modes opératoires et aussi avoir le maximum de consignes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a plus. Il y a quelques références qualité qui existent encore sous forme de classeurs, mais de façon assez limitée. Par contre, désormais, mon collègue qui est responsable de l'activité de ce secteur, désormais travaille avec des tableaux. Donc tableaux d'affichage, mis à jour de façon, je dirais, journalière. Et en plus, il a trouvé une petite astuce, ça vient de lui, ça vient pas de moi. Et il a mis le petit curseur rouge, par exemple, pour l'action prioritaire ou la dernière consigne ou la dernière information. Et vous voyez un peu, de façon un peu floue, mais en partie centrale, un peu le problème actuel, ou ce qui vient d'être résolu, ou une information des jours derniers, ou un problème de sécurité, ça peut arriver, à ne pas refaire ou à ne pas répéter. Donc toutes ces consignes sont de façon visuelle. Tableau aussi visuel de chaque chantier. Là, vous voyez sur une zone de réfectoire, la centralisation des actions, en fait, un management visuel. Et c'est une chose, j'ai évoqué le nettoyage tout à l'heure. Ça concerne le nettoyage, mais aussi d'autres actions. En fait, on veut toujours définir des modes opératoires. Souvent, l'opérateur a la solution. On lui définit, en fin de poste, on veut retrouver l'atelier dans cet état-là de propreté et de préparation pour le poste suivant. Donc, on définit des standards de fin de poste. Et donc, à eux de prendre l'initiative pour retrouver le poste dans cet état à la fin de voilà un peu les axes futurs, bien sûr, développement, extension dans l'entreprise, sur le site, et donc voilà, de l'amélioration continue. Donc c'est quelque chose que je recherchais depuis plusieurs années, que j'avais fait, je pense, de façon maladroite, que je présente aussi peut-être de façon maladroite aujourd'hui, mais voilà un peu le résultat de l'amélioration continue sur le site de l'EDS.